Bonsoir. Vous l'avez constaté lors de cette première partie, l'eau est vraiment présente partout à Rome. C'est un élément marqueur de cette civilisation. La visite que je vais vous proposer ce soir va nous permettre de passer en revue différents types d'utilisation de cette eau. Je commencerai par vous parler de l'eau pour le plaisir des yeux. Et pour ce faire, je vais vous emmener dans le nymphée de Claude, qui se trouve à quelques centaines de mètres seulement du Colisée, et que nous pourrions comparer, si vous voulez, à une sorte de fontaine monumentale. Ensuite, je vous parlerai de l'eau pour les usages domestiques, notamment l'eau que l'on va boire. Et pour ce faire, nous irons dans une rue de Rome qui porte une des 1300 fontaines que nous connaissons pour la ville ancienne. Nous irons bien sûr ensuite dans les thermes pour nous laver, c'est un usage très important de l'eau. Et puis nous terminerons par les eaux souillées, celles qui servaient à nettoyer les toilettes ou de façon plus globale, toutes les eaux sales qui rejoignaient les égouts. Et pour traiter ce dernier point, je vous emmènerai en visite complètement inédite à l'intérieur de la Cloaca Maxima, un des premiers égouts construits sous la ville de Rome à l'époque royale. Nous commencerons donc par l'eau la plus propre qui soit, celle qui ne sert que pour le plaisir des yeux, avec le nymphée de Claude, et puis nous terminerons par les eaux sales, qui finissaient tout simplement leur parcours dans le Tibre. Mais rassurez-vous, vous n'aurez que les images sans les odeurs, puisque la réalité virtuelle ne le permet pas encore. Le nymphée du temple de Claude. Alors ce nymphée se trouve à une centaine de mètres seulement du Colisée. Étymologiquement, de quoi s'agit-il ? Si on prend l'étymologie, un nymphée, à proprement parler, c'est un sanctuaire des nymphes. C'est-à-dire que c'est un endroit consacré dans lequel on va placer des statues représentant les divinités des eaux. Et puis plus tard, le terme s'est généralisé et un nymphée a fini par désigner une fontaine monumentale comme celle-ci. Alors quand je vous dis fontaine monumentale, je pèse bien mes mots parce que regardez, cette fontaine, ce nymphée, mesure 165 mètres de long. Donc c'est quand même tout à fait énorme. Et si vous allez à Rome, même si ce nymphée est hors du circuit touristique, regardez ce que vous pourrez trouver à quelques centaines de mètres seulement du Colisée. Vous voyez le Colisée sur la droite de la photographie. Eh bien, vous avez ce mur de briques que l'on peut encore voir aujourd'hui. Il fait quand même encore 11 mètres d'élévation. C'est le mur du nymphée du temple de Claude. Regardez derrière le premier véhicule, à gauche, on voit une abside, enfin on devine une abside circulaire. Elle correspond en effet à l'alternance d'absides circulaires et rectangulaires que les archéologues ont mis au jour sur le nymphée du temple de Claude. Alors que venait-on faire sur ce nymphée ? Bien, première chose, on venait se détendre. On n'est quand même qu'à quelques mètres du Colisée. Imaginez, vous avez passé la journée entière au Colisée, vous avez encouragé votre gladiateur favori. En sortant, vous avez peut-être envie de vous détendre un petit peu ou dans l'après-midi. Eh bien, regardez, si je change l'heure, tel que le nymphée est orienté, si je me place par exemple, on va dire un peu avant 15 heures, les marches du nymphée sont parfaitement à l'ombre. Il devait être très agréable de venir s'asseoir sur ces marches, écouter l'eau couler et éventuellement venir puiser de l'eau, puisque ça sert quand même à ça à la base, pour se rafraîchir. Donc le premier rôle de cette fontaine monumentale, c'est vraiment un rôle de plaisir. On peut y ajouter 3 rôles pratiques. Le premier, on va venir y puiser de l'eau comme à une fontaine classique. Deuxième rôle, c'est un rôle de stockage. Il y a tellement d'eau dans ce nymphée qu'en fait, on peut le comparer à un château d'eau. Et puis, troisième rôle, vous voyez la hauteur du mur du nymphée. Eh bien, en fait, cette hauteur servait à maintenir la terre de la terrasse du temple de Claude. C'est une sorte de contrefort pour construire un temple par-dessus la fontaine. Alors, ce nymphée, au départ, il avait été construit par Néron. Et c'est un des seuls édifices construits par Néron qui a été conservé après sa mort, tout simplement parce que c'était tout à fait pratique d'avoir ce nymphée en plein centre de la ville de Rome. Il ne faudrait quand même pas considérer que nous avons ici une fontaine classique. Ça, c'est tout à fait exceptionnel. Si on veut voir où les Romains pouvaient puiser l'eau de façon commune, ce n'est pas là qu'il faut aller. Il faut rejoindre une des rues classiques de Rome. Et c'est ce que je vais vous faire voir maintenant.
nous allons aller voir à quoi ressemblaient les 1300 fontaines qui rythmaient les rues de Rome au IVe siècle. Alors pourquoi je veux absolument vous montrer ces fontaines? Eh bien parce qu'il faut d'abord comprendre que les Romains ne boivent pas l'eau du Tibre. Ils n'aiment pas l'eau du Tibre, ils ne la trouvent pas assez propre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les égouts vont rejoindre les eaux du Tibre. L'eau qu'ils vont boire, ça va principalement être l'eau qui va être apportée par les aqueducs jusqu'aux fontaines que je vais vous montrer. Alors, l'eau arrive par les aqueducs jusqu'au château d'eau, et depuis le château d'eau, elle va être répartie dans différents endroits de la ville, dans les thermes, dans les fontaines et dans certaines habitations. Mais dans les immeubles que vous voyez ici, qui abritaient quand même la majorité de la population de Rome, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas d'alimentation d'eau aux étages. Or, ces immeubles pouvaient atteindre jusqu'à 7 étages. Donc tous ceux qui habitent dans les étages n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'alimentation d'eau et ils n'ont pas non plus d'évacuation d'eau. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils ont besoin de l'eau pour leurs usages domestiques ou tout simplement pour boire, ils doivent descendre à la fontaine. Alors ces fontaines, voici comment elles se présentent. Aujourd'hui, quand on les voit sur les sites, ce qu'on ne comprend pas nécessairement, c'est qu'elles coulent tout le temps et elles débordent tout le temps. Vous voyez, le canal de trop-plein ici est sur le côté. Donc deux solutions. Soit la rue est munie d'un égout, comme ici, et l'eau va très rapidement rejoindre l'égout et circuler sous la rue, soit la rue n'est pas munie d'égout, et elle n'en avait pas toutes à Rome, et dans ce cas, l'eau va continuer à couler le long du trottoir, et on va avoir des rues qui vont être toujours humides et boueuses, mais quand même relativement propres, puisque l'eau va quand même permettre de nettoyer la rue. Alors pourquoi est-ce qu'on avait autant de fontaines à Rome? Certes pour les usages domestiques, mais aussi pour les pompiers. Ce sont les vigiles de l'époque, et on sait qu'au IVe siècle, ils étaient environ 7000. Donc quand je vous dis pompiers, on est un petit peu à la frontière entre le pompier et le gendarme ou le policier, mais les pompiers, les vigiles de l'époque, patrouillaient dans Rome, ils étaient 7000, et ils avaient notamment pour rôle d'intervenir en cas de début d'incendie. Sauf qu'ils se déplaçaient à pied, et qu'ils n'avaient généralement à leur disposition que des seaux et des haches. Donc, que se passait-il en début d'incendie? Eh bien, les habitants ou les vigiles, quand ils arrivaient sur le lieu du sinistre, prenaient ces seaux, faisaient une chaîne jusqu'à la fontaine et envoyaient l'eau sur les flammes. Ça, c'est la première possibilité pour éteindre l'incendie. Deuxième possibilité, on va utiliser des linges pour étouffer la flamme. Et puis, troisième possibilité, si le camion des vigiles, camion entre guillemets, si la charrette des vigiles est arrivée assez vite, on va utiliser des pompes, comme celles que vous voyez ici. Ce sont des pompes qui permettaient de brumiser, ou plutôt d'envoyer de l'eau sous pression sur les flammes. Alors cette pompe, elle n'a pas de tuyau. Elle n'a pas de tuyau, ça veut dire qu'elle n'est pas alimentée. Donc quand on utilise la pompe, il faut 2 hommes qui pompent, mais il faut aussi des hommes avec les seaux qui vont continuellement chercher l'eau pour la mettre dans le bac de la fontaine. Donc, si l'incendie est relativement léger, on peut stationner à côté d'une fontaine et puis ça va suffire, mais il faut vraiment qu'il n'y ait pas grand-chose à éteindre. En cas de gros incendie, les thermes sont évacués et on va utiliser l'eau des thermes pour alimenter les pompes des vigiles. Et puis en cas d'incendie intermédiaire, on va tout simplement réquisitionner les piscines des riches particuliers pour utiliser l'eau afin d'éteindre ces incendies. Donc voici pour les fontaines que l'on va trouver quotidiennement dans les rues, 1300 fontaines comme celle-ci à Rome. Mais on va également trouver d'autres fontaines dans quantité de monuments publics et notamment dans les marchés. Alors je vais vous emmener dans un marché et vous allez voir que juste à cet endroit, où on venait simplement pour acheter de la viande ou du poisson, nous avons 3 types différents d'utilisation de l'eau. Alors je vais vous les montrer, on va déjà entrer dans le marché. Ce que vous voyez devant moi, c'est une taulos, c'est-à-dire un édifice circulaire dans lequel on va pratiquer probablement la vente aux enchères. La vente aux enchères pour les plus belles pièces de viande ou pour les poissons. Sur les côtés, nous avons les boutiques des bouchers, que vous apercevez ici à droite. Et puis, ce que je voudrais vous montrer pour l'eau, je vais vous l'expliquer en affichant le plan de ce marché. Alors, je vous affiche le plan, mais en même temps,
il faut que je vous explique que ce marché, on ne sait même pas où il est, parce qu'on ne l'a pas retrouvé. Archéologiquement, on ne l'a pas retrouvé. On n'a que très peu de textes, donc les sources sont vraiment très minces. Mais par contre, nous avons un fragment de marbre, c'est celui que vous voyez sur la gauche, qui représente très vraisemblablement le marché. Et sur ce plan de marbre, que nous avons dupliqué par symétrie pour créer le plan qui se trouve au centre, vous voyez que j'ai entouré 3 zones par 3 cercles. Le cercle numéro 1, c'est un triangle. Vous voyez, on a un triangle en haut, il y a le même juste en dessous, et si on le reproduit par symétrie, ça nous donne 4 triangles aux angles. Il s'agit vraisemblablement de fontaines. C'est du moins l'hypothèse qui a été émise par Marie-Vonne Bizet, qui a fait sa thèse sur ce grand marché, parce qu'on trouve comme ça 4 fontaines aux angles de la caserne des gladiateurs, et ce sont des fontaines. Alors vous voyez que le graveur a représenté les fontaines avec des pointillés, et Marie-Vonne a proposé que ces pointillés puissent correspondre à l'architecture même du bac, avec des voûtes qui auraient pu être dessinées par le vide du pointillé, et puis des murs pleins pour le très plein. Alors, à quoi servaient ces fontaines? Eh bien, tout simplement à prendre de l'eau pour nettoyer le marché. On peut imaginer que c'était quand même un endroit où il y avait pas mal d'entretien à faire quand on sait que c'est là que l'on vendait la viande et surtout le poisson. Alors le deuxième point que l'on va trouver, le deuxième point d'alimentation d'eau que l'on va trouver dans le marché, ce sont justement les viviers pour les poissonniers, pour ceux qui vont vendre le poisson. À Rome, la consommation du poisson est problématique parce qu'on n'a pas de moyen de réfrigérer le poisson. Donc, quand on veut manger du poisson, le plus simple, c'est de le consommer en salaison. Mais si on veut le manger frais, le mieux, c'est encore de conserver le poisson dans des bacs remplis d'eau et puis, au dernier moment, de le sortir de l'eau pour le vendre. C'est pour ça que vous avez ici le vivier sur la droite et puis la table pour découper le poisson sur la gauche. Alors, ce que je vous montre, ici, par contre, ce n'est pas du tout hypothétique puisque cela correspond exactement à ce que les archéologues ont mis au jour à Ostie, une ville qui se trouve seulement à quelques kilomètres de Rome. Alors, je vais revenir sur le plan du marché. Je voudrais revenir sur le plan du marché pour vous expliquer un petit problème quand même, c'est que les Romains consommaient aussi bien du poisson d'eau de mer que du poisson d'eau douce. Or, le problème, c'est que dans un cas, il faut de l'eau salée, et dans un cas, il faut de l'eau douce. Eh bien, regardez le trait que j'ai fait ici, que j'ai numéroté 2, c'est le vivier. Or, sur le plan, il semble bien qu'on ait un vivier symétrique juste au-dessus de celui que j'ai entouré, ce qui permet d'avoir au total 4 viviers à l'intérieur du marché. Une des hypothèses serait que les bassins seraient doublés, parce qu'à chaque fois, on aurait un bassin avec de l'eau douce et un bassin avec de l'eau de mer. Les viviers sont ensuite cloisonnés, comme vous le voyez ici, ça c'est bien attesté par les textes, parce que chaque poissonnier avait son secteur, et ça permettait aux clients de choisir le poisson qu'ils voulaient manger. Donc je suis désolée, mais ça casse un petit peu l'image du poisson pas frais qu'on a pour la consommation à l'époque antique. Ce poisson est on ne peut plus frais puisqu'il est dans l'eau jusqu'au dernier moment. Troisième point d'eau que l'on va trouver dans le marché, ce sont les latrines. Des toilettes publiques où les Romains vont pouvoir se rendre. Alors des latrines comme celle-ci, de grandes latrines comme celle-ci, il y en avait 144 à Rome. Elles font quand même 35 mètres de diamètre, celle-ci, et on estime que cela permettait d'avoir à peu près 4000 toilettes publiques dans la ville de Rome. Alors comment ça fonctionne? C'est assez simple. On s'assoit sur le trou supérieur de la banquette. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur la face antérieure de la banquette, vous voyez, il y a aussi un espace qui est creusé. Eh bien, il va servir à passer l'éponge qui va remplacer le papier toilette. Et l'éponge aura été au préalablement humectée dans le canal d'eau qui se trouve au pied des latrines, ce qui fait qu'on va avoir une éponge mouillée avec de l'eau propre et que l'on va pouvoir s'essuyer sans avoir à se lever, ce qui est quand même tout à fait pratique. Alors la deuxième solution, pour les hommes, puisque ces latrines n'étaient pas mixtes, les femmes restaient à la maison. La deuxième solution, c'était de trouver une foulonnerie, c'est l'équivalent d'un pressing pour l'époque antique,
Et les Foulons utilisaient l'urine à la place de l'ammoniac pour dégraisser les tissus. Eh bien, on sait que les foulonneries, qui généralement étaient placées à la périphérie de la ville, donc les Foulons, laissaient des tonneaux à l'extérieur de leur boutique pour que les hommes puissent se soulager dans le tonneau et que l'urine puisse être ensuite utilisée pour laver les tissus. Sauf qu'imaginez un petit peu l'odeur que ça pouvait donner en plein été à Rome. Ça devait quand même pas être très très fameux. Donc on va quand même pas rester sur une considération comme celle-ci. On va tout de suite rejoindre les thermes. Les thermes où les Romains passaient toute l'après-midi, toute la fin de l'après-midi, pour se laver. Et je vais tout de suite aller dans les grands jardins des thermes. Alors, je voulais tourner de l'autre côté, en fait. Dans ces grands jardins où les Romains pouvaient très bien aller se promener avant ou après s'être lavés. Ils y passaient à peu près 2 heures tous les jours. Sur la gauche, vous allez bientôt apercevoir une salle circulaire. C'est le caldarium. Le caldarium, c'est la salle chaude dans laquelle les Romains se rendaient pour se faire transpirer. On se faisait transpirer. Ensuite, on passait dans une salle tiède et on terminait dans une salle froide pour refermer les pores de la peau. Le voici, ce caldarium. Juste devant moi, une pergola avec des glycines. Alors ça aussi, ça fait partie du parcours thermal, ce n'est pas une obligation. Mais en plus du bâtiment thermal en lui-même, on a les jardins et au fond des jardins, des bibliothèques où on va pouvoir venir emprunter des livres et venir lire ici, à haute voix, à la fin de l'après-midi. Mais ce n'est pas vraiment ça que je voulais vous montrer. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il y a derrière. Derrière la pergola, on a un stade qui servait pour la course à pied, pour venir faire du sport, éventuellement, avant d'aller se laver. Mais ce qui m'intéresse, c'est le mur qui est derrière ce stade. Il n'est pas là pour rien. Derrière ce mur, on a d'énormes citernes. Et c'est ici qu'arrivait l'aqueduc qui amenait toute l'eau nécessaire pour alimenter les bassins des thermes de Caracalla. Alors vous allez me dire, mais les citernes, on ne les voit pas. Mais non, vous ne les voyez pas parce que les Romains ne les voyaient pas. Tout était caché, tout ce qui était technique, l'alimentation d'eau, les citernes, le chauffage, tout cela était soigneusement caché à la vue des Romains. Ils ne voyaient que ce qui était prestigieux, les mosaïques, le marbre et l'eau qui coulait dans les bassins. Alors je voudrais quand même vous les montrer en vue aérienne. Donc nous allons aller survoler les thermes de Caracalla. Vous reconnaissez la rotonde du caldarium. On va tourner un petit peu. Donc, la seule partie qui est couverte de tuiles, c'est le frigidarium, c'est la salle froide. On ira tout à l'heure. Mais regardez, sur la gauche, on va commencer à apercevoir le stade. Et derrière le stade, le grand parallépipède que vous voyez, ce sont les citernes dans lesquelles arrivait l'aqueduc. Et dans ces citernes, l'aqueduc amenait 250 litres d'eau par seconde, soit 20 000 mètres cubes d'eau par jour. Donc c'est des quantités d'eau tout à fait impressionnantes. Nous allons revenir maintenant au niveau du sol pour entrer à l'intérieur des thermes de Caracalla. Donc je suis revenue dans les jardins. Vous allez retrouver, pour vous repérer, dès que je vais tourner... Voilà, je suis encore partie du mauvais côté. Voilà, dès que je vais me retourner, vous allez apercevoir derrière les arbres la rotonde du caldarium, la rotonde de la salle chaude. Et cette façade-là des thermes, c'est la façade sud. C'est pour ça que la salle chaude est de ce côté-là. Et cette façade sud a de grandes verrières. Les Romains connaissaient la technologie pour faire du verre. Ce verre était translucide, c'est-à-dire que les rayons du soleil chauffaient les pièces en passant par le verre, mais par contre, il n'était pas transparent. Et cela participait au chauffage, bien entendu, des salles situées au sud. Je vais prendre une des entrées secondaires des thermes de Caracalla et nous allons arriver directement dans la palestre, c'est-à-dire l'endroit où on faisait du sport. Alors on avait le choix, on pouvait soit faire du sport, soit se faire masser par un masseur professionnel sur ces tables, soit les deux en fonction du temps ou des moyens que l'on voulait mettre dans sa toilette. Ici vous avez les thermes, la palestre, où les sportifs pouvaient s'adonner au sport sous différentes formes, course à pied, jeu de cerceau, lutte également, mais les hommes pouvaient également se faire bronzer sur les terrasses que vous voyez en haut de la palestre, mais uniquement les hommes.
je vais continuer et vous allez regarder le sol de la pièce que je vais passer maintenant. Et il y avait une magnifique mosaïque qui est partiellement conservée et que nous avons pu reproduire. Une magnifique mosaïque qui montrait justement les athlètes en train de s'entraîner dans les thermes de Caracalla. Si je continue, je vais arriver à la salle froide, qui était principalement une salle de rencontre. En fait, c'est là que l'on venait pour discuter, pour parler affaires. C'est aussi bien un lieu de convivialité qu'un endroit où on va vraiment se laver. Parce que pour le bain froid, les Romains ne vont pas prendre les petites fontaines, les petits bassins que vous voyez ici sur la droite, il y a le même sur la gauche. Non, pour le bain froid, ils vont plutôt directement aller dans la Natatillo. La Natatillo, c'est la grande piscine d'eau froide des thermes de Caracalla. Et je voulais vous la montrer parce qu'à elle seule, elle explique l'énorme quantité d'eau qui était nécessaire tous les jours pour alimenter les thermes de Caracalla. Alors on va s'asseoir sur les marches et puis je vais vous donner quelques chiffres. Tous les jours, dans ces thermes-là, il fallait 15 000 mètres cubes d'eau. 15 000 mètres cubes d'eau pour les bassins des thermes de Caracalla par jour. Alors un chiffre comme ça ne parle peut-être pas beaucoup. Je vais vous donner un autre chiffre, ça va vous donner une mesure des grandeurs. Une famille de 4 personnes, aujourd'hui en moyenne, consomme 120 mètres cubes d'eau par an. Et ici, on utilise 15 000 mètres cubes d'eau par jour. Regardez, rien que cette piscine, rien que la Natatio, qui fait à peu près la taille d'une piscine olympique. Il faut 45 litres d'eau par seconde pour alimenter cette piscine. Comment ça se fait? Comment on peut avoir des chiffres aussi conséquents? Eh bien, vous le voyez, la piscine est continuellement alimentée par de l'eau fraîche qui arrive des citernes, les citernes étant elles-mêmes directement alimentées par l'aqueduc. Donc, on ne se contente pas de remplir le bassin le matin, non, on fait couler l'eau toute la journée et on a 3 bouches d'évacuation au fond de la piscine et toute la journée, on amène de la nouvelle eau et on envoie l'eau dans les égouts. Cette piscine-là, je vous le disais, consomme 45 litres d'eau par seconde. Alors, où part-elle cette eau? Une fois qu'elle est, je n'ose même pas dire qu'elle est usée parce qu'elle n'est même pas sale, l'eau qui part ici dans les égouts, elle va rejoindre les égouts donc, qui parcourent la ville de Rome. Et aujourd'hui, si vous allez à Rome, il y a encore une bouche d'égout que vous pouvez toujours voir. C'est la bouche d'égout de la Cloaca Maxima. Alors, où se trouve-t-elle? C'est la petite bouche que vous voyez ici au fond de l'écran. Elle se trouve tout près du Forum Boarium. Le Forum Boarium, c'est l'endroit où vous pouvez voir le temple de Portunus et le petit temple rond à Hercule Oliverius, qui sont encore debout. Et juste au pied des temples, vous pouvez encore voir la sortie de la Cloaca Maxima. Alors la seule chose qui va changer par rapport à ce que je vous montre ici à l'écran, c'est que des quais ont été construits aujourd'hui à Rome pour protéger la ville des inondations. Et donc aujourd'hui, quand vous êtes devant la bouche d'égout, les murs vous empêchent de voir les temples derrière. Mais une fois que vous êtes devant les temples, vous pourrez aller voir la bouche d'égout qui se trouve en dessous. Et cet égout, cette Cloaca Maxima, je vais vous proposer d'aller la voir. On va faire exactement ce qu'a fait le général d'Auguste qui s'appelle Agrippa. Agrippa, à la fin de la République, enfin Agrippa, on est au début de l'Empire, s'était rendu compte qu'on n'avait pas du tout entretenu cet égout de Rome pendant toute la période de la République. Les Romains avaient été très occupés à se faire la guerre, des guerres d'ailleurs partiellement civiles, et l'égout n'avait pas été entretenu. Agrippa fait refaire complètement cet égout, remaçonner les voûtes, le fait nettoyer. Il va sur le forum, et là, il va sous terre, et il va parcourir tout l'égout sur une barque et ressortir par l'endroit que vous voyez là. Ça a absolument fasciné les Romains qu'une telle entreprise soit possible. Et donc, qu'est-ce qu'Agrippa a bien pu voir? Je vais vous proposer de le découvrir en images, parce que cette Cloaca Maxima, elle est encore bien conservée aujourd'hui. Voilà à quoi elle ressemble. On est sur un tunnel qui est quand même assez important. Il fait 3 mètres de large sur 4 mètres de haut. Et c'est ici que se retrouvent toutes les eaux usées, enfin une partie des eaux usées de Rome. Les égouts qui coulent sous la rue vont rejoindre la Cloaca Maxima. Alors cette Cloaca Maxima, elle est très pratique parce qu'elle va éviter d'avoir des rues trop boueuses, puisque tout va être ramené sous terre. Elle va éviter les problèmes d'odeur. Elle va permettre d'assécher les zones marécageuses, mais elle a aussi un énorme inconvénient, c'est que
sous les routes, la terre est creusée. Et ça a quand même posé quelques problèmes aux Romains. Je vais vous donner un seul exemple. Quand certains empereurs ont décidé de ramener des obélisques d'Égypte, qui pesaient chacun plusieurs tonnes, pour les mettre au centre du grand cirque, eh bien, ils n'ont pas pu prendre les rues qu'ils voulaient parce que les obélisques ne pouvaient pas passer sur les rues qui étaient parcourues par un égout. L'obélisque était tellement lourd que ça aurait absolument tout fait effondrer. Donc ça a des avantages, mais il y a aussi des inconvénients. Peut-être quelques mots pour conclure. Sur certains aspects, Rome frappe vraiment par la modernité de ses installations. La ville est couverte de fontaines, les égouts évacuent les eaux usées, les grands thermes impériaux sont de véritables palais mis à disposition du peuple. Ça va leur permettre de vivre dans de bonnes conditions d'hygiène. Donc ça, c'est très bien. Mais du point de vue des ressources naturelles maintenant, le bilan est nettement moins glorieux. On estime qu'à l'époque, à Rome, on consommait au minimum 5 fois à 10 fois plus d'eau que nous aujourd'hui. Il n'y a aucune notion d'économie de l'eau à Rome. Elle coule tout le temps, sans circuit fermé, et c'est souvent de l'eau relativement propre qui est rejetée dans les collecteurs d'égouts. Et il n'y a pas que la gestion de l'eau qui pose problème. Il y a aussi la chauffe de cette eau. Je ne vais vous donner qu'un seul chiffre. Vous avez vu les thermes de Caracalla tout à l'heure. Les chercheurs ont calculé qu'il fallait 3500 tonnes de bois tous les ans, rien que pour chauffer les thermes de Caracalla. Vous imaginez la déforestation que cela a engendré. La civilisation romaine fut glorieuse, fastueuse par certains aspects, mais sa gestion des ressources naturelles ne prenait absolument pas en compte l'avenir des générations à venir. Et donc, heureusement que les choses ont quand même évolué aujourd'hui. Je vous remercie.